Grève dans l'administration publique. Le gouvernement ivoirien concède 4 points sur 6 aux syndicats. Les deux derniers points en discussion ce vendredi. Sur le sujet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly reçoit les syndicats. Aux États-Unis, Donald Trump va prêter serment dans quelques heures et prononcer son premier discours en tant que 45e président des États-Unis. Cannes 2017, la Côte d'Ivoire affronte la République démocratique du Congo ce soir. Un match très important pour les champions en titre. Bonjour, bonjour à tous. L'ambassadeur du Ghana est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Hier, le diplomate ghanéen est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Aïmé. À la tête de la mission diplomatique du Ghana en Côte d'Ivoire pendant un peu plus de 2 ans. Son Excellence Peter Augustine Blay est au terme de sa mission qu'il dit avoir remplie dans des conditions très satisfaisantes ici en Côte d'Ivoire. Il est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais présidentiel. The ambassador of Ghana to Côte d'Ivoire, and since that time, et depuis que je suis là, j'ai joui vraiment tout ici en tant qu'ambassadeur de la République du Ghana en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai aimé toute la nourriture, j'ai aimé le peuple, j'ai joui de la bienfaisance de la Côte d'Ivoire. Alors, ce matin, je me suis présenté ici pour voir son Excellence, Monsieur le Président, pour lui tout d'abord remercier et puis lui demander ma permission, puisque ma mission en Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur vient à fin ce mois. Donc, finalement, mon départ, c'est le 22 de ce mois. Son Excellence Peter Augustine Blay était en poste en Côte d'Ivoire depuis août 2014. L'actualité nationale reste toujours dominée par la grève des fonctionnaires. Sur 6 points, 4 ont été accordés hier. Les deux derniers points en discussion ce vendredi. Le Premier ministre rencontre les syndicats en ce moment même pour trouver une solution à la crise. Et sur la question, notre reporter Gabriel Zani est à la primature. Bonjour Gabriel. Je me trouve actuellement sur le perron de la primature. Tous les responsables syndicaux sont arrivés. Les ministres concernés également par la situation de crise sont arrivés, je cite pêle-mêle, la ministre de la Santé, la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de la Solidarité, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Budget et enfin est arrivé le Premier ministre. Donc cette réunion aujourd'hui donnera les conclusions des discussions qu'il y a eu entre les responsables syndicaux et les membres du gouvernement en ce qui concerne la situation que vit la fonction publique actuellement. Merci Gabriel. Nous reviendrons largement sur cette actualité le soir. Mais déjà hier, il faut dire que le gouvernement a fait plusieurs concessions. En tout cas, il y a des avancées, nous dit notre reporter Grace Kando qui était sur place à la fonction publique hier. 8 ministres du gouvernement ont échangé ce jeudi avec les organisations syndicales de la fonction publique sur les différentes revendications liées à la grève entamée par les fonctionnaires et agents de l'État depuis le 9 janvier. Après des heures de discussion sur les points de revendication, des avancées sont à noter. Le gouvernement a fait un grand pas. Le gouvernement a concédé beaucoup de choses. Les syndicats ont présenté des revendications qui se résument à 6 points essentiels: le capital décès, la jouissance de la pension de réversion pour le conjoint survivant, les allocations familiales, le capital décès. Sur ces 6 points qui ont été exposés, le gouvernement a cédé à 4 points. Donc nous sommes dans une dynamique où nous pensons que nous avons avancé. Des efforts salués par la plateforme des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, mais quelques points des revendications sont encore sur la table des négociations. Le stock des arriérés et la question des 150 points d'indice. Nous attendons que le gouvernement fasse des propositions. Et c'est le dernier point et nous pensons que nous aurons de bonnes nouvelles. Les discussions se poursuivent ce vendredi 20 janvier entre les membres du gouvernement et les organisations syndicales
pour tenter d'apporter des réponses à ces différentes préoccupations. 7 membres du gouvernement aux côtés du ministre de la fonction publique pour mener les négociations. Pascal Abina était hier sur le plateau du 20h pour nous donner plus de précisions. Extrait. Soucieux de préserver la paix sociale, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a réaffirmé dès sa prise de fonction le lundi 16 janvier 2017 la ferme volonté du gouvernement à rechercher avec l'ensemble des partenaires sociaux une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. Le mercredi 18 janvier 2017, des échanges en Conseil des ministres, présidés par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ont permis d'aboutir à des propositions. Les points de revendication qui ont fait l'objet d'accords du gouvernement sont les suivants. Sur les 5 principales revendications liées au régime des pensions géré par la Caisse générale des retraites des agents de l'État, IPS-SEGRAE, le gouvernement a marqué son accord sur 4. Il s'agit du rétablissement du capital décès, soit 12 mois de salaire à verser aux conjoints survivants, du rétablissement des allocations familiales, du rétablissement de la majoration pour familles nombreuses avec la prise en compte d'un maximum de 6 enfants de 16 à 21 ans, de la jouissance immédiate de la pension de réversion sans condition aux conjoints survivants. L'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique, telle que déjà décidée par le gouvernement et mise en œuvre en 2016 par l'intégration de 1000 agents journaliers. Le solde de 1800 sera intégré en 2017 et 2018. Il convient de signaler que la population concernée par ces agents journaliers est de 2800 agents, dont 1000 intégrés en 2016 et le reste, les 1800, seront intégrés en 2017 et en 2018. La liberté syndicale, avec l'autorisation des précomptes à la source au profit des syndicats. Les discussions se poursuivront ce vendredi 20 janvier 2017 entre le gouvernement et les organisations syndicales. Le gouvernement invite donc l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à tenir compte des efforts considérables consentis depuis 2011 à l'avènement donc du président Alassane Ouattara et qui coûtent à l'État chaque année 244 milliards 800 millions. Pascal Abina au journal télévisé de 20h d'hier pour mieux expliquer les points qui ont fait l'objet d'accords. Il faut rappeler que sur les revendications, les fonctionnaires ont obtenu 4 points sur 6. Ce vendredi, les négociations se poursuivent. Les syndicats échangent en ce moment même avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la primature. Après une année 2016 marquée par l'organisation du référendum et des législatives, le président de la CEI félicite ses collaborateurs pour le travail abattu. Mais l'institution se focalise déjà sur ses activités de 2017, notamment le scrutin pour la mise en place du Sénat. Les explications de Michel Digré. Toutes ces opérations ont connu le succès. À l'entame de l'année 2017, Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, se dit satisfait. Un sentiment consécutif aux différents challenges relevés l'année dernière par l'institution qu'il dirige. La révision de la liste électorale a permis la mise à jour du fichier électoral. En outre, le référendum constitutionnel ainsi que l'élection des députés à l'Assemblée nationale se sont tenus non seulement dans les règles de l'art, mais aussi
dans un environnement général apaisé. Toutefois, Youssouf Bakayoko invite ses collaborateurs à rester mobilisés pour les prochaines échéances électorales. La mise en place de la future chambre de notre Parlement nous interpelle. Nous attendons les textes relatifs à sa création et au mode de désignation de ses membres. En tant que scrutin inédit, nous devons nous tenir prêts pour nous imprégner très rapidement des textes irrélatifs, les cerner et nous préparer à leur application éventuelle. Mais avant les élections sénatoriales, la CEI devra réorganiser ce 28 janvier les législatives à Divo et Guibli, le Conseil constitutionnel ayant invalidé les résultats dans ces deux circonscriptions après le scrutin du 18 décembre dernier. Au niveau des médias, hier, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a visité des structures sous tutelle. À la RTI, Bruno Nabagné-Koné a exprimé toute sa satisfaction pour le travail accompli. Il a cependant souhaité qu'il y ait plus de débats sur les antennes de la RTI. Emmanuel Niamien. Première étape de cette visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste dans les structures sous sa tutelle, le quotidien Fraternité Matin. Bruno Nabagné-Koné est venu faire connaissance avec les acteurs de ces structures et également s'imprégner des réalités afin de mieux orienter sa politique. Il y a comme une cassure entre les populations ivoiriennes et leurs médias et leur presse. Parce que beaucoup aujourd'hui incriminent les hommes de presse, les hommes de médias, surtout pensent que les situations malheureuses que notre pays a vécues sont le fait de la presse, sont le fait des médias. Il est donc important que nous ayons un fonctionnement différent. Nous ayons un mode de fonctionnement qui rassure davantage les populations, que nous affichions une complète complémentarité de vue avec ces populations-là, qu'elles se reconnaissent dans les médias, qu'elles se reconnaissent dans la presse. Après le quotidien Fraternité Matin, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste s'est également rendu à la maison d'édition Edipresse. Ici, tout comme à Fraternité Matin, les responsables de cette entreprise, également confrontés aux difficultés économiques dues à la mévente des journaux et à la vétusté du matériel de production, ont également dressé un tableau peu réalisant. À la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, le ministre de la Communication a invité ce média de service public à accompagner les actions du gouvernement. Il a cependant souligné que l'État jouera sa partition en mettant à sa disposition les moyens conséquents. C'est à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC que le ministre Nabagné-Koné a achevé sa visite. Dans ce temple du savoir, il a invité les responsables à former des hommes de médias de qualité afin qu'ils contribuent à apaiser le climat social pour favoriser le développement de la Côte d'Ivoire. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale la campagne nationale de sensibilisation sur le droit à l'éducation en Côte d'Ivoire. La campagne vise à expliquer aux populations le contenu du droit à l'éducation, le bien fondé de l'école obligatoire pour tous les enfants. Maïsako. Koumassi, cité Félix Houphouët-Boigny. Charlotte, une habitante, fait partie du cercle restreint des têtes bien remplies de ce quartier cosmopolite. Moi, depuis mon enfance, je ne voulais pas aller à l'école. Aujourd'hui, j'ai grandi, je vois mes camarades dans les véhicules, ça me plaît beaucoup. Moi aussi, je vais devenir comme eux. C'est pour cela que je continue. En tout cas, je dois bosser dur. Charlotte n'aurait jamais éprouvé ce sentiment de fierté si elle n'avait pas été scolarisée. Permettre aux enfants d'aller à l'école pour leur garantir des lendemains meilleurs et contribuer au développement socio-économique du pays, c'est le message véhiculé à travers la campagne nationale de sensibilisation au droit à l'éducation et l'école obligatoire pour les enfants. Nous allons aborder la question des grossesses en milieu scolaire. Nous allons surtout parler du maintien de l'enfant à l'école. Et voilà un peu cette campagne qui est lancée aujourd'hui à Koumassi. L'école obligatoire est clairement citée dans la Constitution du 8 novembre 2016 en son article 10. Pour s'assurer de son application, le gouvernement a mis en place une politique.
Elle consiste à mettre progressivement à la disposition des populations des infrastructures scolaires, des personnels d'enseignement et d'encadrement qualifiés avant la fin 2025. On a vu qu'il y a eu un taux d'accroissement des inscriptions au CP1 de 10% en moyenne. Ça veut dire que la loi a eu des effets déjà, mais l'impact c'est à moyen et à long terme. Quand les enfants réussissent à l'école, ça soulage les parents parce que financièrement ils t'aident. Donc mettre un enfant à l'école, c'est utile pour la société. La campagne nationale de sensibilisation au droit à l'éducation va durer de janvier à février. Au cours de cette période, des missions vont sillonner 28 régions de la Côte d'Ivoire pour relever le défi de la scolarisation. On reste toujours avec Maïsako pour parler de la rencontre régionale pour une meilleure harmonisation des mécanismes africains de la justice constitutionnelle. Regardez. Mamadou Koné, vice-président de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, en abrégé CJCA, explique ce qui doit constituer le contenu de la 7e rencontre du bureau exécutif de l'organisation qui se tient cette année sur les bords de la lagune Ébrié. C'est une réunion qui se tient annuellement dans l'un des pays membres de la CJCA pour faire le point des activités qui ont été menées au cours de l'année 2016. La Côte d'Ivoire occupe la vice-présidence de la CJCA. À ce titre, le pays entend apporter aux côtés de ses pairs une contribution significative à l'organisation, avec pour objectif principal de promouvoir la justice constitutionnelle sur le continent. 34 pays constituent la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. La CJCA se donne pour mission essentielle de fédérer les justices constitutionnelles africaines chargées de veiller au respect de la Constitution. Son siège se trouve à Alger depuis sa création en 2011. Elle est présidée par le Gabon. 35 nouveaux magistrats à la Cour d'appel d'Abidjan pour l'année judiciaire 2016-2017. On fait le point avec Konaté Moussa. C'est la rentrée solennelle 2016-2017 de la Cour d'appel d'Abidjan. La juridiction enregistre cette année 35 nouveaux magistrats pour renforcer son effectif. En cette audience solennelle, ces garants de la justice sont officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. J'ai été substitut du procureur, juge, vice-président, substitut général et aujourd'hui avocat général. C'est la récompense, c'est la reconnaissance de plusieurs années de travail. J'étais toujours substitut général à la Cour d'appel de Bouaké. Maintenant, je suis substitut général à la Cour d'appel d'Abidjan. J'ai déjà été installé à Bouaké. Je suis installé ici. C'est une continuité. Mais à chaque fois, il faut dire que ça permet de rentrer en soi-même et de prendre de nouvelles résolutions. Retour à la maison pour certains. Premier pas pour d'autres à la Cour d'appel d'Abidjan. Tous reçoivent des consignes de la part de leur hiérarchie. La Cour vous félicite et vous exhorte à redoubler d'ardeur dans le travail. Vous devrez faire preuve d'objectivité, d'impartialité et de probité dans l'exercice de vos fonctions, ce dans l'intérêt de tous, notamment des justiciables. Ayez comme boussole votre conscience et la loi afin de garantir à tous une justice saine. La Cour d'appel a pour mission de rejuger une affaire lorsqu'une des parties fait appel d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Cette rentrée solennelle marque la fin de l'année judiciaire 2015-2016 et séance tenante démarre l'année judiciaire 2016-2017. Comment inciter les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat? Une conférence publique sur la question a été initiée par une structure de formation et de financement de projets. Emma Niamien. Ce n'est un secret pour personne. L'État seul ne peut employer tous les diplômés qui sortent chaque année des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Il faut donc recourir à d'autres solutions pour apporter une réponse appropriée. C'est dans cette vision que cette structure de formation et de financement de projets a décidé de soutenir les actions de l'État. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes porteurs de projets afin de les aider à s'installer. Dans le système francophone, malheureusement, nous n'avons pas la culture de l'entrepreneuriat.
Et l'Ivoirien aujourd'hui est en train de s'essayer dans ce secteur-là, dans ce domaine-là. Et on peine parce que depuis plusieurs décennies en arrière, ce n'est pas cette culture que nous avons. Nous avons la culture de la bureaucratie. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Okay? Et combien d'entreprises, combien de privés se créent par année? Il y a des millions de diplômés qui sont déversés chaque année. L'idéal donc serait que chacun se prenne à son propre compte. L'idéal serait que chaque Ivoirien comprenne qu'il est temps qu'il fasse valoir ses propres capacités. En initiant cette conférence publique qui a mobilisé de nombreuses personnes, les initiateurs entendent inciter les jeunes diplômés à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Pour cette année 2017, ils entendent intensifier les conférences et les formations afin de permettre à un bon nombre de porteurs de projets de les réaliser. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a visité le siège de l'Organisation internationale du cacao. Objectif, s'imprégner des conditions de travail du personnel. Reportage, Francis Boifo. Le siège de l'Organisation internationale du cacao, l'ICCO, de retour à Abidjan. Ce bâtiment a été offert par la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Ce jeudi, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a visité les locaux. Vu les explications qui ont été données par monsieur le directeur exécutif, je pense que les travaux ont été réalisés, je veux dire, à satisfaction. Il y a certainement quelques ajustements à faire afin que le bâtiment soit totalement fonctionnel au cours des prochaines semaines pour que en fait, les équipes de l'ICCO puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Créé en 1973, l'ICCO comprend 52 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. L'organisation est chargée de faire la promotion et de renforcer les relations commerciales du cacao entre les pays producteurs et consommateurs. La Côte d'Ivoire abrite désormais le siège de l'ICCO et cela a des avantages pour l'ensemble des acteurs de la filière cacao. Notre présence en Côte d'Ivoire nous permet de nous rapprocher de la réalité des producteurs de cacao afin d'identifier les actions à mener en concertation avec le gouvernement ivoirien et les autres gouvernements des pays membres. Et de faire des analyses, on va dire, beaucoup plus pointues, basées sur la réalité. La 95e session de l'Organisation internationale du cacao, l'ICCO, est prévue à son nouveau siège d'Abidjan, Cocody de Plateau, ENA, en avril prochain. 28 ans que Roger Fulgence Kassi s'en est allé. Aujourd'hui, la RTI, la maison qui l'a servi et la Côte d'Ivoire se souviennent. Qui était Kassi? Suivons cet élément de Franck Wadio. Les gens voudraient savoir à quelle adresse est-ce qu'ils peuvent correspondre avec Alpha Blondy. On peut leur dire qu'il faut écrire à l'adresse de la télévision ivoirienne. Oui. Il était ainsi, Roger Fulgence Kassi, un tantinet direct, voire taquin. 26 décembre 1981, son artiste et ami de tous les jours, Alpha Blondy, termine son tour de chant au RFK Show. Fin des années 70, Roger Fulgence Kassi, jeune homme frêle, mais doté d'une assurance troublante, illumine le petit écran. Il y a plusieurs formes de variétés musicales. Il y a celles qu'on vous propose en playback. Il y a ce qu'on appelle des clips que nous prenons du temps pour réaliser. Et puis il y a ce qu'on appelle le direct. Et pour faire du direct, il faut être un vrai musicien. RFK Show, mais surtout l'émission qui reflètera le plus son aura. Podium, lancé en 1977 sur les cendres de l'émission Tremplin. Kassi, c'était l'improvisation innocemment préparée. Les artistes, il savait les mettre dans sa poche. Illustration ce 1er août 1981 avec Ernesto Djedje. En fait, c'était un duo très intéressant. Et Djedje, est-ce que c'est ton avis que le duo était intéressant? Oui. Si j'étais à la télé, un duo comme ça, je l'enregistre et puis je le vends aux autres pays qui ont la télé. Si les artistes le respectaient autant, c'est parce qu'il en était un lui-même. Il n'hésitait pas à pousser la chansonnette. Why should black heroes die so soon? Why should black heroes die so soon? L'homme avait une force cependant, une équipe solide en arrière-plan. Le studio 302, 3 réalisateurs et 2 fers de lance. Bandaman Debar, Soumaro Kanate, Tare Amadou Sekou. De cette collaboration naissent des productions Superstar Station,
Nangele, Jambori, première chance entre autres, qui lança Abou Smith et Diane Solo. Et encore un podium révélateur de talent. En l'occurrence, Frédéric Ewi, aujourd'hui Mewe. Merci Frédéric. J'espère qu'Eliak a saisi le message. Il y aura aussi les émissions du dimanche en alternance avec Georges Taï Benson. Eugène Kakou, à l'époque, se souvient encore. Il y avait un tas de choses dans ces émissions. D'ailleurs, on faisait également, nous, de la cuisine. Et puis, il y avait bien d'autres choses. On discutait avec un médecin. Entouré d'une équipe à fière allure, Kassi, un bon vivant, qui savait aussi sortir de son moule. Le carnaval de Bouaké 1987, en duo avec Barthélemy Inabo, dévoile une autre facette de son génie. Fête qui est très populaire. Il faut avouer, amis téléspectateurs, et Barthélemy sera certainement d'accord avec moi, et que c'est la fête la plus populaire de Côte d'Ivoire depuis que nous avons arrêté la... Hélas, c'est ce Kassi, avant-gardiste, talentueux animateur, qu'emportera un 20 janvier 1989 une cirrhose de foie. 20 janvier 1989, de nombreux admirateurs laissés sur leur faim. Le lion s'était éteint, parti trop vite, pour paraphraser l'artiste. Sa dépouille repose depuis à Kokombo, son village natal. Edmond Roger Fulgence Kassi est cependant resté vivant dans la mémoire nationale. Décoré à titre posthume le 26 juin 2015 dans l'Ordre du Mérite national par la grande chancelière Henriette Dagré-Diabaté. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra. Hors de nos frontières, Yaya Jammeh avait jusqu'à ce vendredi midi pour céder le pouvoir. Faute de quoi, la force envoyée par la CEDEAO repassera à l'action. Les soldats issus de 5 pays de la région sont déjà positionnés sur le territoire gambien. Yaya Jammeh refuse de céder la place au nouveau président Adama Barrow, contraint hier de prêter serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Au Nigeria, au moins 90 morts. C'est le nouveau bilan de MSF pour le bombardement par erreur d'un camp de déplacés le mardi 17 janvier dernier. Les victimes sont en majorité des femmes et des enfants et au moment de l'attaque, une distribution d'aide était en cours, précise l'ONG. Donald Trump prête serment ce vendredi à Washington pour devenir le 45e président des États-Unis. Une allocution attendue car elle donnera le ton du mandat. Le récit d'Herman Guivet. Le 45e président élu des États-Unis, Donald Trump, prête serment ce vendredi, un jour qui sera certainement mémorable pour ses milliers de partisans. Trump, l'imprévisible, Trump, le réformiste, des qualificatifs qui n'auront pas réussi à inverser la tendance durant l'élection américaine. L'homme qui aura réussi à faire mentir tous les sondages entrera officiellement dans l'histoire de la présidence américaine par cette prestation de serment. Une prestation de serment qui marque la fin de l'ère Obama. Une prestation de serment qui devrait être à la dimension de l'homme, riche en couleurs et onéreuse, selon plusieurs médias. Durant sa campagne, il aura réussi à réveiller l'espoir chez les Américains, l'espoir d'une Amérique qui vise les sommets, sa promesse, ressusciter le rêve américain. L'espoir est immense et le potentiel incroyable. Nous allons être un pays qui réussit de nouveau. Nous allons être géniaux. Une campagne âprement disputée au terme de laquelle le candidat républicain surprendra le monde entier. Plus de 700 000 personnes sont attendues à Washington pour cette cérémonie d'investiture placée sous haute surveillance. 25 000 policiers seront déployés pour la circonstance, celui pour lequel les pronostics et autres sondages n'étaient pas favorables à la veille de l'élection, gravira les marches du Capitole et s'endormira ce soir à la Maison-Blanche. Ce vendredi, les éléphants contre les léopards au stade d'Oyem pour la deuxième journée du groupe C. Il faut rappeler que le match de la Côte d'Ivoire contre le Togo s'est soldé par un match nul, 0-0 s'il vous plaît. Le point avec Sébastien Oyen. Évacué.
Le match livré contre le Togo lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations de football reste le premier objectif des champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire. Les poulains de Michel Dissué n'ont pas droit à l'erreur. Lors de la première journée, les éléphants avaient tous les atouts pour s'imposer devant les éperviers, car les statistiques étaient en leur faveur. 62% de possession de balles, 10 tirs au but contre 8 pour le Togo, 8 corners contre 6 pour les éperviers. Les champions d'Afrique sont conscients de l'enjeu de la victoire face à la RDC. Jonathan Kodja, Franck Kessié, Nicolas Pepe, Yao Nguessan, Zaha Wilfried, Eric Bailly, ces nouveaux visages et ces nouveaux noms de la sélection ivoirienne ont leur destin en main. Dans un stade de 20 000 places, construit spécialement pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017, le tenant du titre se mesurera à la République démocratique du Congo. Privé de son joueur offensif numéro 1, Yannick Bolassier, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Youssouf Moulumbo et ses coéquipiers devront, après une grève pour réclamer le paiement de leurs primes, se concentrer sur le terrain. Vainqueur sur le Maroc 1-0 au cours de la première journée, Congolais et Ivoiriens s'affrontent ce vendredi à OIM pour une place en quart de finale. Bonne chance aux éléphants qui jouent ce vendredi. Ce vendredi également, les négociations entre gouvernement et syndicats se poursuivent pour trouver une issue à la crise. Et c'est la fin de ce 13 supervisé par Christelle Mena et Adama Kone. Merci de votre fidélité.